Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie d'être ici et je sais pas, j'ai envie de faire une autre intervention en ayant écouté Jérôme et Daniel pour réagir immédiatement en réaction avec eux. J'essaie de me recaler quand même sur ce que j'avais préparé. J'avais même donné un titre, La liberté comme autonomie, un jeu du conflit social. Et dire aussi un petit mot me concernant, parce que c'est assez important. Effectivement, j'occupe un poste d'économiste et je suis économiste de formation, mais la question de la liberté comme autonomie m'a conduite depuis 20 ans à passer dans une autre discipline. Donc, je suis sociologue je travaille effectivement sur ces questions de la liberté comme autonomie c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus. Et donc, je vais commencer. Mon premier mot, c'est la liberté vient avant. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a jamais lu les livres de Bruno Trentin. Il y a deux livres qui ont été traduits en français. La Cité du travail, qui a été préfacée par Alain Soupio, et c'était à l'initiative d'Alain Soupio d'ailleurs, qui a été traduit ce magnifique livre. Et l'autre, c'est Le travail et la liberté. Le titre en italien, le titre original, c'était La liberté bien avant. La liberté avant tout, en fait. Et ça a été, par contre, préfacé par Jacques Ralite, a été publié en 2016. Donc, je partirai de Bruno Trentin, qui pose, et c'est le premier chapitre de la liberté avant tout, la liberté comme un jeu du conflit social. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé lorsque je me suis retrouvée par hasard dans un conflit social, ce qui m'a fait basculer de l'économie à la sociologie. Et ce que j'ai trouvé, c'est que la bataille n'était ni pour l'emploi, ni pour le salaire, mais pour la liberté. Et donc, c'est ce qui m'a conduite à réfléchir sur cette question de la liberté dans le travail, la liberté du travail, en fait. Donc, je reprends Bruno Trentin, juste pour rappeler qui était Bruno Trentin, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un juriste, mais surtout, c'était un syndicaliste et un intellectuel italien, en sachant que dans l'histoire italienne du syndicalisme, le rapport avec les intellectuels a été beaucoup plus joyeux que ne l'était pas en France, je dois dire. Euh, donc, il a été secrétaire aussi général. D'abord, il était de la FIOM, puis il a été secrétaire général de la CGIL à cheval des années 80 et 90. Alors, pourquoi j'ai décidé de partir de là? Pour une raison, parce que par ailleurs, en préparant mon intervention aujourd'hui, je me suis retrouvée à relire les livres que j'avais par ailleurs fait des notes de lecture sur le livre La Cité du Travail, à la demande d'une revue. Et en le réalisant, je me suis rendu compte que je n'avais pas vu une chose qui est très importante, c'est que la question qu'il pose, il la pose de manière intimement liée à la question écologique. En fait, la question de la liberté du travail et la question écologique chez Trentin sont consubstantielles. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup aujourd'hui, puisque j'essaie de travailler justement et par ailleurs avec les organisations syndicales, quelques-unes en particulier, la CGT en particulier, sur questions sociales et questions environnementales. Alors, donc, il pose la question de la liberté avant tout et il voit des possibilités dans la crise du Fordisme de repenser autrement l'action syndicale. Mais la question que je pose, et c'est ma grande question sur laquelle après j'ai travaillé, qu'est-ce que la liberté dans le contexte du capitalisme néolibéral? Ou bien, comment penser la liberté lorsque la liberté devient une contrainte? Voire une injonction lorsque la liberté comme autonomie est prescrite. Et c'est cette mutation-là des relations de travail que j'essaie d'analyser. Donc, ce que je vous propose, en essayant de me tenir dans les 20 minutes qui m'ont été accordées, c'est de développer d'abord un retour très rapide pour ceux qui n'ont pas lu Bruno Trentin sur ce qu'il disait, ce qui parfois a choqué les organisations syndicales, et je le comprends. Euh, un deuxième point, de traiter la question de la liberté à l'époque du capitalisme néolibéral que j'aborde avec la notion de zone grise des relations de travail, en partant de Alain Soupio et puis à partir des travaux qu'on a menés
avec une équipe assez élargie sur ces questions. D'ailleurs, il y a 2 dictionnaires magnifiques qui ont été tome 1 et tome 2 sur les zones grises des relations de travail. Le deuxième, il vient de sortir tout juste. C'est la publicité, mais c'est gratuit, donc il n'y a pas d'argent en jeu. Vous pouvez le télécharger librement sur Internet. Donc, et troisième partie, la liberté comme autonomie. Et là, je vais prendre 2 figures types. La figure propre de cette période pour voir d'un côté comment la liberté comment la liberté devient l'enjeu de la prescription, non pas du travail, mais de la subjectivité du travailleur, et une forme de résistance que j'ai pu observer, analyser, accompagner, à vrai dire, dans une expérience innovante. Donc, première partie, donc d'abord la liberté. Bruno Trentin, alors là, je fais un petit lien un peu avec l'histoire parce que lui, il écrit La Cité du Travail, il l'écrit en 1997, en fait. Après, il a été traduit en 2012 en France, mais c'est un ouvrage de 97 et il pose la question de la grande crise du moment ouvrier. Crise du moment ouvrier qu'il fait remonter aux années 20 et 30. Euh, il considère qu'il y a eu la mauvaise influence du marxisme productiviste à cette époque sur la gauche syndicale et politique. Et donc, ce marxisme productiviste, que pour lui, c'était la confiance aveugle dans le développement des forces productives, en présupposant la neutralité de ces forces productives, et deuxièmement, la conception des phases de transition, d'abord la conquête de l'État et puis la liberté. Et il va analyser cette période donc à partir des années 20-30 pour arriver après aux années 60. Donc, je ne vais pas restituer tout son bouquin. Je vous invite juste, si vous ne l'avez pas fait, à le lire. Donc, il considère que dans les années 60, donc on est en plein dans les fameuses 30 glorieuses, et ces 30 glorieuses qui les voient très négativement, en fait, il a une vision très négative des 30 glorieuses, et par contre très positive des mouvements des années 60, en considérant que ces mouvements expriment l'irruption du conflit social dans la politique et depuis les lieux du travail. Et il répond la gauche syndicale et politique, animée d'une foi aveugle dans le développement censément neutre des forces productives, a opté pour le compromis fordiste. Des compensations salariales en échange de l'abrutissement et de la perte de soi dans le travail. Et il dit que, et là je le cite directement, la puissance des luttes des années 60 aurait été canalisée dans le cadre rassurant d'un processus redistributif. Donc l'argent contre la liberté dans le travail. Et on retrouve quelque part des éléments de ce que Jérôme a dit, notamment sur la liberté dans le travail, en fait. Il y avait un passage d'une intervention là-dessus. Et donc, il dénonce les dérives productivistes et redistributives. C'est-à-dire, on accepte ce développement technologique, cette forme de rapport à la nature qui viole la nature, mais qui viole aussi l'existence de chacun dans la liberté, dans son propre travail. Et donc, on ne décide pas ce qu'on produit, mais on accepte de le faire en échange d'un plus d'argent. Quelle est l'alternative qu'il pose? Bon, il pose une alternative qui est la cité du travail. Il dit, en fait, il y a une contradiction fondamentale dans les sociétés occidentales, c'est le fait qu'on a conquis des droits formels, les droits de liberté du citoyen, et cette liberté du citoyen est abandonnée
avec le principe de subordination inhérent au contrat de travail. Donc, ce qui pose véritablement comme problème, c'est le contrat de travail et l'acceptation du lien de subordination comme condition véritablement de privation de la liberté du citoyen dès lors qu'il signe un contrat de travail, il n'est plus libre. Et c'est justement à cette question du lien de subordination que je me relie dans la deuxième partie sur le capitalisme aujourd'hui, puisque, en fait, qu'est-ce que le lien de subordination? Alors, le lien de subordination implique une imputation des risques à l'employeur, une attribution de protection à l'employé, en contrepartie de sa soumission à l'autorité de l'employeur. Et finalement, ce lien de subordination a une double fonction, c'est-à-dire qu'il établit une relation d'emploi asymétrique, une relation de pouvoir. La relation d'emploi est une relation de pouvoir, et il dessine aussi la frontière entre travail salarié et travail non salarié. Le travail salarié étant un travail subordonné et donc hétéronome et dépendant, le travail non salarié étant un travail indépendant et non subordonné, dit autonome. Or, dans le capitalisme néolibéral, c'est que justement cette frontière, et je pense qu'on abordera par la suite avec Ludovic aussi, cette frontière devient, il y a un brouillage des frontières, une hybridation. Et je vous cite un passage d'un article, à mon sens, vraiment très, très bien de Alain Soupiot de 2000, Les nouveaux visages de la subordination, je crois que c'est ça le titre. Il dit, le travailleur salarié n'est plus nécessairement un simple rouage dépourvu d'initiative dans une organisation fortement hiérarchisée, et le travailleur indépendant n'est plus nécessairement un entrepreneur libre d'œuvrer, comme bon lui semble. Le travail salarié fait place à ce qu'on peut appeler l'autonomie dans la subordination, tandis que réciproquement, le travail non salarié s'est ouvert à ce qu'on peut appeler l'allégeance dans l'indépendance. Et en réalité, qu'est-ce qu'on observe justement? J'en viens à la troisième partie. Donc, qu'est-ce qu'on observe avec le néolibéralisme? On observe, alors on a saisi cette idée de zone grise parce que Alain Soupiot fait référence aux juristes italiens qui parlent de zone grise pour décrire cette confusion entre allégeance dans l'indépendance et subordination de l'autonomie, en fait, quelque part. Eh bien, en fait, cette chose, cette zone grise, en fait, a été saisie essentiellement avec l'émergence de nouvelles figures comme les travailleurs des plateformes. Je pense que c'est une erreur parce qu'on ne saisit pas que la transformation importante a lieu à l'intérieur du salariat aussi, et pas simplement en dehors du salariat. C'est-à-dire, c'est véritablement quelque chose qui a à voir sur les modes de soumission du travailleur à l'ordre par-delà dedans et dehors le salariat. Et donc, j'ai voulu prendre donc deux figures. L'une, c'est le salarié entrepreneur actionnaire. Bien entendu, c'est une figure limite d'une transformation du salarié qui devient... alors, pourquoi je parle du néolibéralisme? Je parle du néolibéralisme non pas comme une économie, mais comme un mode de gouvernement. Là, je fais plutôt référence à Foucault, comme mode de gouvernement. L'idée de devenir tous entrepreneurs de soi, en fait, qu'on soit dedans le salariat ou dehors du salariat, avec des enjeux assez complexes entre les deux. Et donc, qu'est-ce que c'est le salarié entrepreneur actionnaire? Je ne sais pas si vous voyez cette figure. La première fois, je l'ai rencontré chez Google, puisque Google est une entreprise qui a grandi uniquement par rachat de start-up, et qu'une fois qu'ils rachetaient les start-up, en fait, qui avaient donc une grande capacité d'innovation, une fois que les gens étaient rachetés, ils n'innovaient plus. Donc, il y avait une baisse tendancielle de taux de motivation à innover. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a mis en place chez Google, mais aussi chez Orange, en fait, hein, et d'autres plein de boîtes, l'accompagnement à l'entrepreneuriat des salariés.
Donc, en incitant leur autonomie. C'est-à-dire, il faut fabriquer des salariés libres à l'intérieur qui soient en concurrence. Et là, je reviendrai sur les questions soulevées par Daniel sur l'idée de liberté comme euh, question individuelle, que j'ai critiquerai justement, dans le même sens que l'a fait Daniel, mais en partant de ses expériences. Donc, je vais regarder et mettre en face à face deux figures, celle du salarié entrepreneur actionnaire, qui est donc ce salarié à l'intérieur d'une grande entreprise qui est accompagné par des structures ad hoc, y compris financièrement, pour porter son propre projet, d'en faire une sorte d'entreprise interne et après partager l'actionnariat avec son employeur. C'est ça le projet du salarié entrepreneur actionnaire. Et de l'autre côté, il y a une figure de résistance que je définis comme telle, qui par contre prend complètement appui, et elle est née à Lyon. Et le modèle qu'il avait en tête, c'était les canuts de Lyon. Et la liberté, c'était la libre association des travailleurs libres. Et le projet était celui-là de coopérative d'activité d'emploi. Est-ce que ça parle à tout le monde? Je ne sais pas. Je rappelle très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, une coopérative d'activité d'emploi est une coopérative constituée de personnes travaillant de manière indépendante, sans leur travail n'est pas prescrit et le lien de subordination, il est formel et non pas réel, puisque en fait, ils se associent à l'intérieur d'une coopérative en tant que travailleurs indépendants. Donc, il y a un lien de subordination formel par rapport au projet collectif, mais il n'y a pas véritablement de lien de subordination réel et surtout, le travail n'est pas prescrit. Mais donc, vous voyez bien que je distingue prescription, lien de subordination et autonomie, parce que ces éléments, deux éléments ne permettent pas encore d'atteindre l'autonomie. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Euh, OK. Donc, alors, vous voulez un peu d'eau? Je n'ai pas de verre, mais là, je n'ai. Non, vous inquiétez pas. Je m'inquiète pour vous. Donc, je continue. Donc, je disais, en tant que salarié, les deux figures sont formellement subordonnées à l'employeur. Formellement. Mais en tant qu'entrepreneur, l'un et l'autre sont censés jouir de marge de liberté, marge d'autonomie dans leur travail, comme des travailleurs indépendants, en sachant que je considère que justement, il n'y a pas la liberté chez les travailleurs indépendants, mais ça, on pourra en discuter par la suite. Euh, alors, le processus naît de deux dynamiques quand même différentes qui me semblent importantes de voir. Concernant le salarié entrepreneur, c'est lui qui travaille chez Google, actionnaire. L'incitation à l'entrepreneuriat vient de l'employeur et poursuit trois objectifs. Contrer la disparition de l'innovateur, de l'entrepreneur schumpeterien. Aujourd'hui, on a repris ce vocabulaire grâce à Macron. Motiver le sujet au travail et fixer les salariés et capturer les connaissances. Donc, il y a trois dans un projet concurrentiel. Pour pouvoir le faire, il y a une condition. La condition, c'est que le salarié soit autonome, un salarié individu autonome. Dans le cas, par contre, des coopératives d'activité d'emploi, l'incitation à l'entrepreneuriat est venue des institutions sociales. Les coopératives d'activité d'emploi ont répondu contre les incitations qui venaient des institutions sociales de pousser les chômeurs à créer leur propre entreprise. Et donc, ça a été vraiment une réaction
critique vis-à-vis de ces politiques sociales. Et la réaction a été donc d'organiser d'abord l'accompagnement de ces chômeurs vers la création d'entreprises, mais en même temps de les protéger par une structure coopérative. Puis, la chose importante qui est née, c'est que dans une deuxième phase de l'histoire de ces coopératives, l'idée, c'était d'arriver véritablement à une entreprise partagée, c'est-à-dire concevoir l'entreprise comme un commun constitué par des travailleurs indépendants, véritablement avec le projet qui était celui des canuts de Lyon. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autonomie, elle n'est pas présumée, c'est l'objectif. Alors que dans le premier projet, c'est lui, on peut dire capitaliste pour aller vite, hein, capitaliste néolibéral aujourd'hui, on présuppose l'autonomie de l'individu, un individu qui est en concurrence avec tous les autres salariés et avec tout le monde, en fait, un individu entrepreneur au sens véritablement d'un individu en concurrence, en guerre avec le monde. Et là, par contre, l'autonomie n'est pas présupposée, elle est l'objectif. Atteindre l'autonomie dans le travail est l'objectif de ces coopératives. Donc, c'est par la coopération, et ce qui est intéressant, si on observe comment elle fonctionne, c'est que véritablement, et leur préoccupation, c'est que cette liberté dans le travail est un processus collectif. Cette liberté comme autonomie est l'objet de la coopérative. C'est par la coopération qu'on peut atteindre la liberté dans le travail. Donc, il y a une condition qui est celle d'être dans une relation qui défait quelque part le contrat de travail, tout en s'inscrivant à l'intérieur du salariat comme projet collectif et de permettre la coopération. Donc, pour terminer, je pense avoir respecté plus ou moins les termes. Donc, eh bien, je vais terminer avec un ami de Bruno Trentin, qui était André Gorz, et qui disait quelque chose sur l'autonomie au travail, et qui disait l'hétéronomie du travail ne se réduit pas au travail prescrit ou subordonné, même si on est maître de son temps et des modalités d'exécution du travail, le travail reste hétéronome si le but dépend de la loi de l'autre. Et l'une des choses intéressantes au sein de ces coopératives, que le passage actuel, c'est véritablement un questionnement sur qu'est-ce qu'on produit. C'est qui renoue avec la problématique initiale que j'avais envisagée avec Bruno Trentin, qui était la critique du productivisme et du redistributionnisme, par un questionnement véritablement sur les finalités de l'activité de travail. Merci pour votre attention.